suis Vanessa Marinallo, alias Parure de Guerre Création. Donc, je suis artisan créateur, je fais des bijoux et des accessoires d'inspiration art nouveau et médiéval fantastique de façon plus large. Les gens viennent me voir pour des choses personnalisées qui leur tiennent à cœur. Ouais, comme tu disais, c'est des géanistes, ce genre de choses. Ouais. C'est ça, donc ils viennent avec leur histoire, leur idée, ou parfois avec une pierre, ou j'ai eu la fois où un coquillage, j'aimerais bien le voir en pendentif, voilà. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur Au Gré du Dé, l'émission où on lance un dé pour savoir ce qu'on fait. Et Johan, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, moi ça va très très bien. Oui, très content d'être là pour faire un podcast. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus tous. Et oui. D'ailleurs, on s'est jamais vus, voilà. Et je suis ravi de te recevoir ici également. Tu vas pouvoir nous présenter tes créations et parler de toi un petit peu. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en une minute ? Une minute, pas plus. Allez, je lance le chrono. 1, 2, 3. Alors, en une minute. Donc, moi, je suis Vanessa Marinallo, alias Parure de Guerre Création. Donc, je suis artisan créateur, je fais des bijoux et des accessoires d'inspiration art nouveau et médiéval fantastique de façon plus large. Ok. Ça me paraît quand même pas mal comme présentation. C'est nickel. Peut-être qu'on va garder celle-là pour le short finalement. C'est ça. Par contre, je suis tombé de mon siège. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer, Johan, comment ça va se dérouler ? Oui, bien sûr. Dans la première partie de l'émission, donc, nous allons pouvoir, entre guillemets, interviewer Vanessa. On va lui poser des questions plus ou moins à tour de rôle, parce que en réalité, c'est le dé qui décide. Et elle va pouvoir nous présenter son travail, ses inspirations, ce genre de choses. Et dans la seconde partie de l'émission, on retrouve le format classique de l'émission avec nos rubriques, la découverte, le délire, l'actualité. Et le quiz. Le fameux, le légendaire. Celui qui fait peur aux invités. Celui qui traumatise chaque personne qui vient ici. Pas trop peur? Non, ça va, au pire, je cours. La porte est là, je cours. En diagonale directement. Si vous voulez quand même pas tomber, c'est normal. Il y a quand même pas mal de fils, donc fais attention quand même. Du coup, on va commencer tout de suite. Johan, est-ce que tu veux qu'on lance le dé pour savoir qui va poser la première question? Allez, je lance ce super dé que vous pouvez voir. Et on n'a rien dans la boîte cette fois-ci, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Hop. J'ai fait 14. Je peux pas faire des gros lancers, t'as qu'à... Ah oui, mais ça va être chaud. T'as qu'à le lancer, ouais. Ici. Ouais, je vais faire comme ça. Dragon. Mais t'as gagné. J'ai gagné. Allez, vas-y. Pose la première question. Allez. Du coup, moi, j'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler les bijoux, en fait? Comment tu t'es dit, à un moment donné, allez, moi, je veux faire ça. Voilà. Alors, j'ai toujours été très créative. Ouais. Donc, dessin, peinture, aquarelle, etc. Et j'avais vraiment une envie de faire des choses de mes mains, mais des choses construites. Pas juste posées sur un plat en 2D. Pas forcément une toile ou un papier, mais vraiment... Voilà, il y a vraiment eu cette envie de modeler quelque chose avec mes mains. Et du coup, je me suis lancée petit à petit en faisant du montage, de la pâte fimo, donc un peu de sculpture. Ouais. Et en fait, j'ai toujours eu aussi ce truc de me dire le bijou, c'est une parure, c'est la parure moderne, c'est l'armure un peu. Ouais, c'est ça. Donc j'ai vraiment eu envie de lancer ces armures modernes et dans le beau, dans l'esthétisme. Le travail du métal, le plaisir du métal qui se plie à nos envies, c'est extraordinaire, c'est hyper gratifiant. Ouais, j'imagine. C'est comme si t'avais une volonté sur quelque chose qui est vachement rigide, finalement. C'est ça. Voilà. Ouais. Je suis un peu façonneuse à mon niveau. Ouais, je vois. Donc il y a vraiment encore ce petit côté fantastique qui est assez magique de donner vie à des rêves. Ouais, j'ai une idée, je la dessine. Et après, tu essayes de la mettre en forme avec le métal et ce genre de choses. Ça sort de mon carnet de croquis. Il y a tout un process créatif. Ouais, c'est clair. Parce qu'on part du dessin, vraiment. Une fois qu'on a fait le dessin, est-ce qu'il est réalisable ou pas? Oui. On fait des tests avec du papier, avec des chutes de métaux. Et après, on tente, on se lance. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même rappeler que tu es artisan. Donc, du coup, tu as vraiment toutes les étapes du processus. C'est ça. Tu es en passe de devenir artisan d'art, en plus, c'est bien compris. Oui, c'est une volonté, c'est un but. Ouais. C'est une finalité en soi derrière. Et je démarre vraiment du croquis, donc je pars de rien. De zéro, c'est ça. Des fois, je pars d'une pierre.
Ouais, parce que tu as vu une pierre qui te plaisait, voilà. Et tu t'es dit, ce serait bien de lui rendre hommage et finalement et de la mettre sur un bijou, de la sertir. C'est ça. Parce que tu nous disais que tu choisis les pierres vraiment une à une. C'est ça, voilà. Mes pierres, je les prends aux mines de Mu, qui est donc un lapidaire français. Et ça me fait rire. Et donc, au lieu de les acheter en lot et de me retrouver avec 10 pierres qui vont pas me plaire et 3 qui vont être sympas, je les choisis une à une. C'est sûr, c'est un coût. C'est un coût supplémentaire. Mais au moins, chacune de mes pierres va finir en bijou. Et ça a été vraiment, il y a eu une intention sur la pierre. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est la pierre m'a déjà amené plus ou moins une idée. Et derrière, je vais tenter de la concrétiser. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Oh là là. On sort les notes. Non, c'est très facile. C'est très facile. Officiellement, je me suis lancée 1 semaine avant le confinement. Ah. Voilà. Ok. Donc t'as eu le temps de préparer, de travailler les gros pieds. C'est ça. Ok. Donc ça fait plus de 4 ans, 5 ans. Ben ça fait 5 ans, 2020. 5 ans, voilà. 2025. 4 ans et demi, on va dire. Donc ça fait 4 ans et demi que officiellement je suis artisan bijoutière. Ouais. Donc t'as passé la première année peut-être du coup à cause du vide. Non mais oui aussi, mais du coup à pouvoir travailler vraiment la technique et ce que tu voulais faire. À perfectionner ma formation, à me lancer dans d'autres formations de bijouterie, parce que je me forme constamment. La bijouterie, c'est plein de corps de métiers différents. C'est une matière vivante, la bijouterie, quand on y réfléchit bien. Donc forcément, voilà. Déjà ça évolue en fonction des mœurs, en fonction de tout. Tout à fait. Et en fonction aussi des, je sais pas moi, du désir artistique aussi quelque part. Des périodes. Hier j'étais à une exposition sur le bijou de la Renaissance. Les techniques sont pas du tout les mêmes qu'on va retrouver maintenant. C'est très intéressant de voir que en fonction de de l'époque et des mœurs, le bijou évolue. Oui, complètement. Et puis en plus, suivant les techniques d'une certaine époque à une autre, on peut constater aussi, j'imagine, une progression dans certains domaines, une régression dans d'autres. C'est ça, oui. Et c'est le mélange de toutes ces méthodes mises bout à bout qui peuvent permettre de faire un bijou toujours plus beau, toujours plus c'est ça. délicat. Et puis c'est très intéressant de regarder justement les différentes méthodes, que ça soit dans le temps, dans les périodes, ou même géographiquement dans le monde. Oui. Les méthodes sont pas les mêmes en fonction de où on est, parce que les moyens pour faire le bijou ne sont pas les mêmes. C'est comme le tatouage. Le tatouage, si on regarde bien, tu vas en Polynésie ou tu vas au Japon, c'est pas les mêmes méthodes de tatouage comme en France, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est qu'à la base, il y a pas aussi le même artiste qui a peut-être amené le truc. Ouais. Et puis le travail de l'aiguille n'est pas le même, tout simplement. C'est le tebori au Japon. Mais du coup, tu fais aussi un travail de veille, en fait, de ce que tu nous dis. Tu vas voir un peu les expos et tout ça pour t'inspirer. C'est ça. Bah, après, comme j'ai une grande inspiration dans l'art nouveau, je vais beaucoup aller chercher l'art nouveau. C'est une période qui me plaît énormément et c'est un mouvement artistique qui est génial. Et en plus, c'est une période qui a quand même beaucoup travaillé le fer. Énormément. Quand on regarde tout ce qui est art nouveau, c'est énormément de travail du fer. Donc les portails, oui, tout à fait. Et puis en fait, on retrouve les mêmes dessins, les mêmes courbes, que ça soit en architecture ou en bijouterie à cette époque. Oui, c'est des courbes très rondes, très fluides. C'est ça, c'est des arabesques. Très elfique, je dirais. Oui. Un peu. Parce qu'en fait, c'est vraiment une inspiration de la nature. Oui, c'est très inspiré de la nature, des plantes, des animaux. Bon, on a la femme libellule de Lalique qui est extraordinaire. Hein. La quoi? La femme libellule de René Lalique. Alors je connais pas, je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Okay. En fait, si tu vois une image, tu connais. Ok, d'accord. Mais peut-être je l'ai déjà vu. Ouais, mais ok, d'accord. Je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois, ça. Mais je vois pas. C'est comme les petits angelots de Raphaël. Voilà. On les voit partout, mais pourtant on sait pas que ce sont ceux de Raphaël, quoi. Moi, j'avais vu un mème qui expliquait la différence entre Art Nouveau et Art Déco. Art Nouveau, c'est les elfes. Art Déco, c'est les nains. Oui, l'Art Déco, c'est très carré, c'est très anguleux, c'est très droit, c'est surtout très symétrique. C'est ça. On lance le dé pour savoir qui pose la seconde question. Enfin, on en a posé d'autres, mais bon, ça fait un peu d'animation. J'ai fait 6. Yes. Je lance pas trop fort. Hein, mais... je vois. T'as peur, hein? Allez, vas-y. J'ai fait 1. Et du coup, c'est qui... Ouais, c'est le plus fort. Oui, comme d'hab. Comme d'habitude. Tu nous disais tout à l'heure que tu te fournissais, on va dire, localement. Est-ce que tu veux en parler? Alors, oui, localement, mais il y a des limites. Ouais. C'est-à-dire que le cuir, par exemple, puisque je travaille aussi le cuir, j'aime bien mélanger les matières, je vais aller le chercher à Mazamet.
Parce que historiquement, il y a énormément de tanneries à Mazamet. C'est voilà. Et là, il y a un énorme entrepôt de cuir à Mazamet. Et c'est chez lui que je vais aller. On va trouver des peaux qui sont neuves, comme des morceaux qui viennent de la haute couture. Donc j'ai quelques peaux qui viennent des entrepôts Chanel. Qui sont extraordinaires, qui sont très belles. Ça doit être très beau. C'est super beau. Comme c'est de la haute couture, justement, ils prennent que les produits de très hotte qualité. Donc comme cuir très pur finalement. Mais on va avoir surtout des chutes. On a très peu de peau complète. On va surtout avoir des chutes de cuir. Oui, c'est ça. C'est ce qui n'a pas été utilisé finalement, qui est récupéré, qui du coup c'est. Mais du coup, le cuir est déjà travaillé, il est déjà teint, imprimé pour certains. C'est tout un travail, c'est clair. Oui, ça c'est un autre métier. Ouais, non mais on se rend pas compte des fois de tout le travail qu'il y a derrière. C'est ça. Et du coup, voilà, le cuir, c'est chez lui que je vais me fournir principalement. Le métal, je vais me fournir en France. Donc, le nom, c'est Tartex. Tartex. Et pareil, métallurgiste français. Donc chez lui, je vais me fournir plutôt en laiton, puisque c'est le métal que je vais travailler, et en cuivre. Les deux métaux que je travaille. Et du coup, les pierres, lapidaires français. Voilà, c'est à peu près, c'est tout, c'est les matériaux que j'utilise. Ok. Ouais, en tout cas, on en parlait, c'est vraiment bien parce que c'est vrai que quand on va voir un artisan, on a vraiment envie que ce soit local et que ça fasse travailler l'économie locale. Donc c'est super, moi je trouve. À mon niveau, j'essaye, d'être le plus local possible. C'est aussi une petite démarche de développement durable en fait, puisque quand je prends du cuir, je vais prendre du cuir qui vient de chutes de cuir. Donc au final, je recycle d'une certaine manière. Oui, non, mais c'est sûr. Donc ça, voilà, j'essaye de m'inscrire dans un cadre de développement durable. Mes chutes de métaux partent chez un fondeur pour être refaites en plaques. Et ça aussi, j'essaye d'éviter le trop déchet. C'est comme certains procédés en bijouterie nécessitent comment ça s'appelle, un dérocher. Ça va être un dérocher. C'est un bain qui permet d'enlever l'oxydation fait par rapport à cause du feu, à cause des flammes sur le métal. Et en fait, soit on utilise les produits chimiques. Et après, du coup, on a des déchets phytosanitaires et il faut les gérer. Soit, en fait, il y a d'autres méthodes qui sont plus anciennes et qui nécessitent aucun produit chimique, chimique dangereux, qui sont beaucoup plus faciles à traiter. Et moi, c'est ce que je suis dans cette démarche-là aussi. Donc, moi, mes dérochés sont faits avec du vinaigre blanc et du gros sel. C'est plus long, mais ça marche tout aussi bien. Et pas de dégagement dangereux et pas de produits derrière à devoir gérer de façon compliquée. Ah, mais c'est sûr, et c'est tout un travail de recherche, et puis peut-être c'est plus cher aussi en coût, donc c'est quand même... Eh ben non, parce qu'on est sur du sel de cuisine. C'est du sel de cuisine et du vinaigre blanc. Donc en fait, finalement... c'est moins cher, c'est moins cher et ça pollue moins. En temps. Voilà, en temps, c'est plus coûteux. Ok. Et en parlant de local, est-ce que tu fais des festivals, ce genre de choses aux alentours? Alors, j'en fais pas beaucoup. J'ai très peu de dates. J'ai fait le marché de Noël de Carcassonne. En face des remparts. Magnifique. Ça doit être un super cadre pour travailler. Hein. C'était un super cadre. C'était très très beau. J'ai passé ma journée à regarder les remparts en face. C'était génial. Et là, je vais avoir... j'ai une date début août à Loust-en-Fête. Ok. Donc, c'est au domaine de Loustagno, qui font un petit marché médiéval. C'est leur premier. Ok. Voilà. Ils inaugurent leur terrain, leur domaine, avec un petit marché. Il va y avoir donc de l'artisan et de l'artiste. Cool. Ok. Voilà. Trop bien. C'est trop bien. On en reparlera peut-être un petit peu dans l'actu, ça. Ouais. Je garde... Garde tes autres questions. Mais ouais, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Et je trouve que ça rajoute vraiment de la plus-value de pouvoir parler aux artisans parce que on peut en discuter de tout le travail qui a été fait et tout. Et nous, moi j'aime bien. En tout cas, avoir ce retour. Le contact client est très important parce qu'on peut au moins expliquer la démarche artistique, ce qui est quand même super intéressant. Et du coup aussi, avoir des retours. Aussi, ce qui est important, ce qui est très très important. Tu veux poser on lance le dé? On peut poser le dé, Allez, vas-y. Hop, 3. Ah, tu me laisses une chance de m'en sortir. Tu vois, je suis quand même gentil. Oula, 17. C'est tout. C'est à toi.
Elle est à toi, cette chanson. On a parlé... Ouais, du coup, ça, on en a un peu parlé aussi. Moi, j'étais sur tes... Est-ce que tu as des projets futurs, peut-être des formations que tu aimerais faire en particulier, ce genre de choses, ou peut-être un nouveau produit à travailler, ou juste des idées que tu n'as pas encore osé faire et que tu as peut-être envie de travailler dans le futur, quoi. Des petits projets futurs, finalement. Oui. Là, un gros projet actuellement, c'est d'avoir un atelier chez moi. Ouais. Donc, dans vraiment un atelier physique que je vais faire me construire chez moi. Et dans l'idée d'accueillir du public pour moi-même donner des formations. Parce que je suis dans le partage. J'adore ça, partager. Et j'ai déjà fait des formations. J'ai déjà formé des personnes qui viennent, qui repartent avec un bijou qu'elles ont fait elles-mêmes après 4 heures de formation et de travail. Je peux aussi me déplacer. Ouais. Puisque je suis complètement autonome, sans électricité. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé des outils qui permettent de faire des trucs qui sont assez sympas. Et du coup, oui, là, dans mes projets futurs, ça va être faire de la formation, former les gens. Okay. Ça va être faire des médiévales, ça m'intéresse beaucoup, pour faire de la démonstration. Et pas juste de la vente. Pas juste de la vente, ouais. Vraiment avoir un micro-atelier à côté de la vente pour pouvoir montrer aux gens la démarche et la technique, en fait, pour leur faire vivre le produit finalement. Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Et un projet produit pur, des parures de tête. Des diadèmes. Toujours dans le côté elfique. Hein. Il y a une thématique, j'ai l'impression. Hein. Ou plutôt naine, il n'y a pas de problème, hein, on peut s'entendre. J'ai quand même l'impression que c'est plus elfe. Hein, mais... Je suis pas forcément quelqu'un de très délicat. La bijouterie nécessite aussi des trucs qui ressemblent à de la forge. J'ai une enclume. Hein. Je tape sur du métal. Évidemment, c'est sûr. Donc voilà. Des torques, barbare. Des torques aussi, oui, j'aimerais beaucoup en faire. Ouais. La technique est compliquée parce que ça va demander de enrouler le métal avec un diamètre différent entre l'arrière et l'avant, ou l'inverse. Et ça, c'est une technique que j'ai pas encore, mais que je compte bien développer. J'ai bien fait de lancer le sujet. Mais et le cuir. Le cuir, c'est vrai, tu nous as dit que tu avais suivi une formation. Ma dernière formation a été sur le cuir et mon but c'est de faire du coup des objets en cuir sur lesquels je vais mettre du bijou métal. Ouais. Je pense à un bracelet de cuir basique sur lequel une languette au milieu serait déclipsable par un bouton pression et pouvoir faire passer un passant en métal qui serait donc un bijou interchangeable à l'envie. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Et des armures de cuir. Alors on revient sur le GN du coup. Oui, mais c'est mon premier amour et mes premiers clients et ce sont les GNistes. Parce qu'un GNiste qui veut personnaliser son personnage, avoir la petite touche qui fait tout sur son personnage, que ce soit le bijou d'oreille, le collier, comme la parure d'oreille, ça rajoute quelque chose. Qui rajoute un truc et puis en plus c'est personnalisé, c'est unique, personne n'aura jamais le même. C'est ça, et ce qui fait que ton personnage, c'est vraiment ton personnage, il est complètement approprié. C'est ça. C'est ça. Et en plus, tu peux reporter ton bijou dans la vie de tous les jours pour penser à ton personnage. D'ailleurs, en parlant de bijoux, est-ce qu'il y a en parlant de bijoux, je voulais que tu nous présentes tes bijoux. Si jamais. Je passais un peu vite. Ah non, il n'y a pas de problème. Alors. C'est quoi ton bijou préféré? Enfin, explique-nous. Ah, mon bijou préféré? Oh là là, non, c'est trop dur. Désolé, présente-nous tes bijoux. Alors, si, mon bijou préféré, c'est celui que je porte. J'ai pas pu le vendre, celui-là, je peux pas. Ouais. J'y arrive pas. Donc c'est une. T'as une affect particulier. Oui, c'est la signification parce que là on est sur le croissant de lune plus une labradorite qui est extraordinaire. Donc là on est sur une racine de palétuvier pétrifié. Donc c'est du bois pétrifié. Okay. C'est un fossile et on est sur une labradorite qui a un verre extraordinaire. C'est quoi les propriétés, parce que je sais que les différents pierres ont des propriétés différentes. Je suis pas lithothérapeute. Je suis encore tombé. Ouais. Je m'y connais vraiment pas en lithothérapie. Moi je connais la Célestine. Ouais, mais je pourrais pas. Moi je connais Célestin, le petit fantôme, tu vois. On n'a pas tous les mêmes rêves. Ouais, non, je m'aventurerai pas sur la lithothérapie parce que je la connais pas, je la maîtrise pas. Ouais. Voilà. Je sais que en lithothérapie, par contre, la labradorite est une pierre qui est beaucoup appréciée, qui visiblement a beaucoup de vertus. D'accord. Okay. Voilà. Mais moi, je les connais pas et je fais pas des bijoux par rapport à ça. Du coup, on est sur un bijou qui représente un croissant de lune renversé avec une goutte par-dessus.
Ouais. Donc là, on est sur un bijou qui s'appelle Morrigan. Morrigan, ok. Voilà. Ça fait Morgane. Oui. Tout à fait, parce que c'est une déesse lunaire en fait. Oui, complètement. Donc il y a la triple déesse et Morrigan qui est celle du coup de la magie. D'accord, ok. Donc, on retourne dans le fantastique. Il y a vraiment une thématique. Voilà. c'est ça. Donc oui, celui-là, ça va être mon bijou préféré. Ok. Et ce n'est pas à vendre. Non, pas celui-là. Il y en a un autre qui y ressemble un peu, qui est à vendre, mais pas celui-là. Ensuite, dans ce que je sais faire, dans ce que je présente là, je vais profiter de la caméra parce que sinon je vois pas ce que je fais. Oui, de toute façon, on fera des plans approchés, mais oui, tu peux la prendre. Donc, je peux le prendre ? Oui. Merci. Oui, ça se voit. Donc là, on va être sur un bijou. Alors, monte-le un peu. Ouais. Comme ça. Voilà. Super. Donc là, on est sur une labradorite aussi qui a un reflet qui est assez extraordinaire. T'inquiète pas, on fera des plans rapprochés. Oui. Et donc, des courbes, on est sur l'art nouveau. Et en fait, hop, on le tourne. Et là, on est sur du dessin qui est inspiré de la culture maori. Ok. Voilà, parce qu'en fait, je cherche beaucoup. Je recherche des inspirations partout. Et chacun de mes bijoux a un nom. Associé à une figure soit mythologique, soit folklorique. Donc là, on est du coup sur une belle labradorite. Voilà. Ok. Et donc tu t'inspires finalement des différentes cultures maoris. Tout à fait. C'est quoi ce qui t'inspire le plus? Celle qui va m'inspirer le plus, on va être entre le celtique et le nordique. Ok. Voilà. Par exemple, juste à côté, là, on a, je dis pas une bêtise, c'est la trace d'Otsa. La trace d'Otsa, dans la religion slave, c'est un esprit ours incarné à qui il manque un orteil. Donc, on le retourne, hop, on a une patte d'ours avec 4 traces au lieu de 5. Enfin, 4 doigts au lieu de 5. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Après, on va être là, on est sur une inspiration hindoue. On est sur une... Ouais, ça me vient un truc, ouais. C'est une fleur de lotus, c'est Vesnu. Vesnu. Ouais, voilà. Okay. Ensuite, là, on est carrément sur du celtique, puisqu'on est sur de l'entrelac. Ok. Voilà. Ouais, on reconnaît bien les... Oui, donc je vais pas faire tous les noms. Hein. Là, on est sur du grec, on est sur Corée, le printemps. Donc c'est pour ça que je suis partie sur du lierre et derrière, en plus stylisé, des feuilles de lierre. Voilà. Très joli. Paf, paf. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, j'ai une petite améthyste montée sur un gros pendentif pour faire un gros contraste. Et en fait, celle-ci, comme elle est très transparente, une améthyste qui vient d'Afrique. Hop, derrière, on a une comment ça s'appelle? C'est japonais, une magatana, qui est un symbole japonais. Ouais. En fait, c'est l'espèce de goutte. Oui, c'est ça. La goutte. Okay. Voilà. Et du coup, par un jeu de lumière et de transparence, on va voir le dessin qui va apparaître. D'accord. En fonction de ce qu'on va porter. Ah, c'est chouette. Oula. Donc, hop, là, on est sur quelque chose de plus brut. C'est quelque chose c'est un style que j'ai commencé cette année. Enfin, l'année dernière, pardon. C'est un style que j'ai commencé l'année dernière. On est sur quelque chose de brut où j'ai voulu travailler les murs du sertissage avec cet aspect dentelé, vaguelé. Et ça m'a permis de partir sur des bijoux qui ont un aspect un peu moins travaillé, plus brut, qui du coup me rappelle beaucoup le médiéval. Ça te prend combien de temps de travailler un bijou comme ça? Ça dépend lequel. Celui-là, par exemple, celui que je porte, entre le dessin, le fait de mesurer les tailles des pierres pour avoir les branches de métal qui vont avoir la bonne longueur pour se replier, plus ensuite faire les tests, scier, puisque tout est scié à la main. Okay. Donc je mets mon dessin directement sur ma plaque en métal, je scie ma plaque en métal, ensuite je vais devoir la chauffer pour pouvoir la plier comme je veux, après je vais devoir travailler mes tranches parce que forcément une scie ça laisse des traces, le but c'est d'enlever toutes les traces derrière. Comment tu travailles ça? Avec du papier émery, avec une méthode qui s'appelle l'émerisage. Okay. Les bijoutiers ont inventé le verbe. D'accord, oui, parce que c'est quand même technique là. Donc avec plusieurs, on va limer d'abord, bien sûr. Ouais. Avec des limes, avec des grains
de plus en plus petit. Voilà. Ouais. On commence gros, on finit, et on finit plus petit. Ouais. Après, une fois qu'on a fait l'image, on fait la même étape, mais avec du papier émery. Donc pareil, Pour du plus adoucir gros grain, vraiment au maximum. Le but, c'est qu'il n'y ait plus aucune trace, Et en oui, fait. bah oui. Et ensuite, on va polir, tout simplement. Enfin, tout Ok, simplement. ouais. On va Oui. polir. Voilà. Et puis le métal a besoin de plus ou moins être chauffé en fonction des torsions et des contraintes qu'on va lui imposer, puisqu'un métal, au début, il est malléable, et plus on va lui imposer une contrainte, et plus il va se durcir et devenir cassant. Donc quand ça arrive, hop, on rechauffe Oui. pour lui redonner. Et là, on est sur le même métier que la forge. Ouais. Et quand En tu plus, le casses, tu peux le remettre quand même. Non. Non, tu peux pas. Ah Quand non, il est il faut cassé, il est souder. cassé. À ce moment-là, faut souder. Si tu casses un bout de métal, là par exemple, si Ouais, j'avais faut pas cassé le- ma griffe ici, Ouais. et celle-là, j'aurais dû la souder Ok. pour la remettre. D'accord. Parce que là, du coup, il n'y a aucune soudure sur celui-là. Oui. On est vraiment sur, il a été scié à plat et refermé vraiment, sur la pierre. Oui, vraiment tout un travail. Voilà. Et alors, tu n'as pas répondu à la question. Combien de temps? Ah oui, combien de temps? Alors, celui-là, j'ai mis 3 heures. 3 heures. Voilà. C'est plus rapide que ce que je pensais parce que c'est quand même. Oui, mais ça, c'est parce qu'au fur et à mesure, on est de plus en plus rapide. Et j'imagine que les sur premiers, ça a dû être un peu plus compliqué. Oui, on était sur des demi-journées. Oui, Bah bah oui, deux oui. demi-journées, Oui, bah, c'est normal, trois, c'est normal, voilà. c'est normal. Et sur un comme ça, Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. c'est ça, c'est ça. Elle est bien sortie, Ouais. celle-là. Et sur un comme ça, je peux mettre 1 heure. Ouais. Voilà, juste Ouais, parce 1 heure. que c'est plus. Déjà, l'objet est plus petit, et puis. Je fais pas de dessin. Il n'y a pas de dessin. C'est ça, Ouais, le voilà, mur, d'accord. c'est moi qui, au moment où je vais le scier, je vais lui donner les formes que j'ai envie. Ok. Donc là, pour le coup, on est sur le bijou le plus rapide. Et que ça, je peux l'avantage, c'est comme tu veux un côté justement asymétrique sur Oui. ces bijoux-là, Il y a pas besoin de de tout mesurer parfaitement, quoi. Et oui. faire. Et après, ce qui fait partie de mes marques de fabrique, ce sont les silhouettes d'animaux qui sont rivetées sur une plaque en cuivre. Donc, où là, pareil, on fait le dessin, on scie le dessin. Donc en fonction de l'animal, c'est plus ou moins compliqué. J'ai eu un lynx à faire Ouais. avec les petits poils au bout des oreilles. Ça a été. un peu Ouais, c'est un peu technique. plus technique déjà. Ouais, mais Bon, après, c'est une de mes plus belles Ma réussites. lynx, ouais, lynx. Non, et puis en plus, c'est bête à dire, mais moi, comme je dessine et je le sais pertinemment, plus une œuvre va nous demander de la technique et de la précision, et on va y mettre plus d'affection dedans Bien automatiquement. Bien sûr. Le lynx, j'ai eu beaucoup de mal à le laisser partir. Mais bien sûr, non, mais c'est évident. Mm. C'est Voilà. Et donc une fois que la silhouette est faite, il faut que je fasse la base. Donc la base en cuivre. Je vais pas dire une bêtise. Voilà, là. Non, à côté. Voilà. Donc là, on est sur un yin-yang de cheval. Ah oui. Ouais. Ok. Et donc une fois que j'ai eu fait cette partie-là en cuivre, en laiton, pardon, je découpe ma base. Donc là, en l'occurrence, c'est un rond en cuivre. Je fais toutes mes étapes de finition comme il faut. Je vais percer à 3 endroits mon laiton et mon cuivre pour mettre des rivets. Donc les rivets, c'est moi qui les fabrique. Ouais. C'est la technique ancestrale du rivet. C'est une tige en métal. Point. Je fais un trou d'1 millimètre, je mets un rivet d'1 millimètre. Tu coupes en fait. Je coupe de chaque côté en laissant dépasser et j'écrase le rivet en tapant dessus. Ok. Et là, en l'occurrence, on les voit pas parce qu'on est sur du rivet invisible. Donc après, je vais travailler le rivet jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître. Et c'est comment tu le limes du coup? C'est ça. Oui. C'est pas avec des limes, mais oui, c'est Oui, le c'est même principe. le principe du limage, ouais. C'est ça. C'est d'abord, je vais bien l'écraser avec mon marteau. Donc, comme mes têtes de rivet vont dépasser le diamètre du trou, ils ne peuvent pas sortir. C'est pas collé. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de soudure. Eh oui, parce qu'on pourrait se dire que c'est collé, mais non, Ah, oui, non, pas c'est du vraiment, tout. Pas du tout. Et ça ne peut vraiment pas se décrocher. Oui, ok. Et du coup, une fois que ça s'est fait, que j'ai mis mes rivets, que je les ai écrasés, ben là après je vais les travailler soit avec des gommes, avec un moteur suspendu, donc c'est une rotation, c'est un moteur qui me fait tourner un mandrin sur lequel je mets les embouts que je veux. Ok. Donc soit des gommes abrasives, soit du papier emery, soit des tampons X et variés. Et donc je vais travailler jusqu'à ce que le rivet disparaisse complètement à la vue. C'est sacré travail. En tout cas, ça fait vraiment propre, c'est vraiment génial. Merci. Je propose qu'on passe à la partie où tu nous fais un peu de pub. Ah oui. Est-ce que tu voudrais bien nous présenter tes réseaux sociaux où on peut trouver ce que tu fais je vais envoyer la page de pub pour montrer ton Instagram. Hop, et tu nous présentes tout ça si tu veux bien. Oui, bien sûr. Vas-y, dis-nous tout.
Alors, donc ma page Instagram, voilà, où on voit mes travaux en cours, mes travaux finis, une photo de moi en GN avec mon prototype de sacoche en cuir. La plupart de mes réalisations se retrouvent là. Ouais. On peut me trouver aussi sur Facebook au nom de Parure de Guerre Création. C'est à peu près tout. C'est même tout. Et donc, si on veut t'acheter un bijou, comment on fait? On t'envoie un message? C'est ça. Okay. C'est ça, on me contacte directement. D'accord. Parce que actuellement, je n'ai pas de lieu de vente physique. Okay. Donc, et la plupart de mes ventes, en fait, se font vraiment par commande. Ouais, les gens vont me contacter, me dire j'aimerais bien ça. Okay. Et donc je vais le faire. Du sur mesure, quoi. C'est ça. Ouais. J'ai un stock assez conséquent qui me permet de faire les marchés physiques. Mais clairement, les gens viennent me voir pour des choses personnalisées qui leur tiennent à cœur. Ouais, comme tu le disais, c'est des géanistes, ce genre de choses. Ouais. C'est ça. Donc ils viennent avec leur histoire, leur idée, ou parfois avec une pierre, ou j'ai eu la fois où un coquillage. J'aimerais bien le voir en pendentif. Voilà. Oui, donc tu t'adaptes vraiment à la demande. Voilà. Donc on va passer par une discussion pour être d'accord pour être sûr de comprendre ce que veut la personne. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire un bijou et de non, en fait c'était pas ça que je voulais. Voilà. Donc ça arrive. Malheureusement ça arrive. Après ça arrive et ça peut plaire à la personne parce que c'est quelque chose auquel il n'aurait pas pensé lui-même. C'est ça. Mais des fois ça arrive et ça match pas. C'est pas grave. Mais du coup t'as toute une étape où tu fais des croquis, je suppose, et où tu. Voilà, c'est ça. Je vais proposer plusieurs dessins. Ouais. Ok. Et puis au fur et à mesure de la réalisation, je vais envoyer des photos régulièrement jusqu'au moment où je vais dire alors là c'est fini, on peut plus rien changer. Vraiment là, c'est un truc vraiment au poil de ce que tu veux, c'est génial. On essaye au mieux. Voilà. Et donc du coup ou par Instagram ou par Facebook. On mettra tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit message pour dire coucou, pour suivre, pour passer une commande. Surtout. Enfin non, tout, je pense. Alors, j'avais juste un petit truc. Moi, j'ai 2 petites questions de la part des viewers. Parce que cet après-midi, je discutais un petit peu avec les viewers, je leur ai dit, on va recevoir un artisan, enfin une artisan en l'occurrence, et genre, comme vous regardez l'émission, quelles questions vous auriez envie de lui poser? Donc, ils m'ont dit, on aimerait connaître les difficultés qu'elle rencontre, et aussi, comment tu arrives à faire la part des choses entre ce que veulent les gens et ce que tu arrives à faire toi, c'est-à-dire que tu sais ton point de vue artistique à toi et ce que tu arrives à faire en fonction de ta clientèle, ce que eux voudraient et ce que toi tu voudrais, est-ce que tu arrives à trouver un juste milieu ou est-ce que tu te consacres plus à ce que tu aimes faire, plus à ce que les gens voudraient voir, voilà. Alors pour les difficultés c'est le temps principalement, le manque de temps parce que je n'en vis pas. Actuellement, donc j'ai un autre métier à côté et puis j'ai une vie de famille. Oui aussi. Qui malgré tout prend du temps. Qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est normal. Voilà. Donc les difficultés c'est le temps principalement. C'est la plus grosse difficulté. Si j'y consacrais plus de temps, ce serait beaucoup plus facile. Je pense que je ferais plus de dates, j'aurais peut-être plus de motivation aussi à aller chercher les dépôts-ventes, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est pour la difficulté principale. C'est le manque de temps. Et malheureusement, il n'y a que 7 jours dans une semaine. C'est dur. Et il n'y a que 24 heures dans une journée. J'ai essayé de faire passer des trucs pour avoir des journées de 36 heures et des semaines de 12 jours, mais ça passe pas. Non, ça va. Sinon, il faut arrêter de dormir. Fais pas d'efforts aussi. C'est ça. Et voilà. J'ai essayé. Et pour la deuxième question, comment je m'y retrouve entre ma vision artistique et ce que veulent les gens? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où en fait on va me demander quelque chose qui n'est pas du tout mon style. Et qui souvent du coup qui dit style dit technique. Donc si ce ne sont pas mes techniques, je vais diriger vers quelqu'un d'autre. Voilà. Par exemple, j'ai une amie qui est bijoutière, qui m'a énormément aidée, qui m'a énormément poussée. On a eu un atelier ensemble pendant 3 ans, c'était génial. Vraiment, il y avait une émulsion toutes les deux. Et puis, elle m'a apporté beaucoup de savoir-faire, etc. Là, d'ailleurs, je porte une de ses créations. Ouais, je porte une de ses créations sur l'oreille. Mart Création. On profite. On mettra. Voilà.
Et du coup, je vais diriger. Je vais diriger vers les autres. Ça me pose aucun problème de dire ça, je ne peux pas, ça, je ne sais pas. Mais regarde, je connais telle personne qui peut le faire. Ouais. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a le cas de figure où ils veulent vraiment que ça soit moi. Ouais. Et à ce moment-là, j'explique que j'ai une vision, une patte, une signature. Et que, ok, on va faire ton projet, mais il va y avoir ça, il va y avoir ça, il y aura pas ça. Ouais, faut chercher le compromis, voilà. En fait. Et pour ce qui est de mes bijoux en général, je fais d'abord ce qui me plaît. Ouais. Donc ça, c'est mon stock, c'est ce que je montre. Et je pense que vraiment, en montrant des choses qui m'ont plu et qui m'ont fait kiffer, au moment de les réaliser, les gens vont le voir. Et derrière, ils vont venir demander quelque chose qui va y ressembler, qui va à la fois ressembler à ton style et en plus leur parler à eux parce que ce sera leur univers à eux. C'est ça. Voilà. Donc on est sur du compromis. Très bien. Et oui, si je ne peux pas faire un compromis, je dirige vers une personne que tu connais. C'est chouette, ça permet de créer un réseau d'artisans. C'est cool, moi je trouve. Oui, c'est ça qui permet de créer un réseau d'artisans et surtout de le créer dans une bonne ambiance. C'est-à-dire dans une ambiance d'entraide et pas de concurrence finalement. Ah non. Parce que c'est ce qui a tué une partie de l'artisanat aujourd'hui, c'est que les gens se voient plus comme des concurrents finalement. Et c'est dommage parce que si on est suffisamment sûr de sa signature artistique, de sa patte, c'est ça. On se rend compte qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais. C'est juste des gens qui pourraient travailler ensemble et progresser ensemble et amener le meilleur. Typiquement, avec Amart Création, on a travaillé dans le même atelier pendant plusieurs années, mais on voyait un bijou à moi et on voyait un bijou à elle. On pouvait faire la différence. Oui, vous savez qui était qui. Voilà, on s'est jamais concurrencé, elle et moi. Et c'était génial. Oui, tant mieux. Ouais. Sans compter que le style d'une personne peut très bien plaire à une autre. C'est ça. Et vice versa. Et en plus. Il y a suffisamment c'est moche ce que je dis. Il y a suffisamment de clients. pour pas se les entre guillemets piquer ou se les discuter. De toute façon, une personne qui n'aime pas ce que tu fais ne va pas t'acheter cette chose de toute manière. Donc autant rediriger vers quelqu'un qui pourra peut-être être plus à même d'apporter de la valeur, quoi. Et en plus, ça fait travailler les copains. Mais oui, mais c'est clair. Et puis, clairement, il y a quand même assez peu de gens qui peuvent se permettre, j'ai envie de dire entre guillemets, de se payer de l'artisanat. Oui, c'est un coût. Puis en plus, moi, la bijouterie, on n'est vraiment pas sur un produit de nécessité. Voilà. On est sur un produit de luxe. Donc, quelqu'un qui veut un bijou, il l'a réfléchi, il le veut vraiment. Il s'est préparé à une somme. Des fois même, il s'est préparé à une somme beaucoup plus élevée. Je pense que c'est très souvent le cas d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, faut pas avoir peur de donner son budget à un artisan parce que c'est pas parce qu'on va lui dire, voilà, moi j'ai 2000 € de budget qu'il va forcément aller faire quelque chose à 2000 €. Non, mais bien sûr parce que les gens, ils osent pas. Ils me disent, c'est quoi ta gamme de prix? Mais en fait, dis-moi ton budget et je te dirai ce que je peux faire par rapport à ça et aller chercher plus bas. Oui, parce que c'est ça en fait. Mais nous aussi, c'est pareil dans mon métier. En tant que poissonnier, je veux dire, on cherche pas, on demande le budget, mais c'est pour pouvoir s'adapter. Et justement, pour le client, on va s'adapter, on va toujours essayer d'aller au moins cher pour justement, qu'il puisse profiter. Et on est dans la même position quand nous on est client, on a envie que ce soit comme ça. Donc, bien sûr. Oui, parce que le but, c'est pas de ruiner une personne. Non, c'est au contraire de donner envie qu'elle revienne. Voilà. Il vaut mieux dépenser 2 fois 150 € qu'une fois 200. Vous le savez. Voilà, j'ai répondu aux questions. Ah oui, c'est parfait. Je pense qu'ils seront très contents. On les embrasse tous d'ailleurs. Bon, du coup, on va passer à la suite de l'émission, si tu veux bien. Ah ben complètement. Ça y est. Mais les viewers sont satisfaits, je pense. On va lancer du dé pour savoir ce qu'on fait. Donc, on a combien de rubriques? J'ai une découverte. J'ai un délire. On a une petite actu. Toi, t'en as une aussi, du coup, parce que tu vas pouvoir reparler du festival auquel tu vas participer. Et t'as un quiz. Je sais pas si t'as des délires et tout ça, mais en principe t'en as un petit peu aussi, donc voilà, on a 4 rubriques, quoi. Ouais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technologie. Surtout que je crois que tu n'as pas vu la dernière mouture du... Ah ben non, si tu as modifié... Donc c'est pas mal, tu vois, parce qu'on a c'est très bien, donc le quiz sera sur 1-2, c'est ça? Ouais, exactement. Je vois. C'est le délire, du coup, qui sera sur 3-4, l'actu sur le 5 et la découverte sur le 6. Ok, très bien. Ouais. Exactement. Donc Vanessa, ce qu'on va faire, c'est que déjà dans un premier temps, on va lancer le dé pour savoir quelle rubrique on va regarder. D'accord. Alors pas trop fort, c'est ça? Non, oui, je vais essayer de le rattraper. Hop. 2. Alors 2. Qu'est-ce que je disais? C'est le quiz. Sur le quiz pour bien commencer.
Je les pré-shot. Toi aussi, tu es une as du fumble ou... D'habitude, non. On est plutôt sur les D10. Là, tous mes MJ et mes joueurs comprennent pas. Alors, on passe sur le quiz. Ah, voilà. C'est quoi les thématiques du quiz ou... L'été. C'est l'été. Ah, ça voilà, on est déjà en train de Alors, j'ai caler. essayé d'augmenter un peu la difficulté parce que les autres fois, c'était trop simple. Quelle est la couleur Du cheval blanc dans du les cheval blanc. Mais bon, voilà, c'est pour ajouter un petit peu plus de difficulté. Donc effectivement, la thématique, c'est l'été. Et on va commencer donc par... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la question. Et un à un, vous allez donner votre réponse. Et on inversera à chaque fois pour que ce soit un peu équitable. D'accord. Pour pas qu'il y ait de copitage. Exactement. D'accord. C'est le terme technique, copitage. Approuvé par... Approuvé par le gouvernement français. Exactement. C'est à peu près leur niveau d'ailleurs. en termes de vocabulaire. Quelle est la principale cause des vagues de chaleur extrêmes en été dans les régions tempérées? Est-ce que c'est une configuration persistante de systèmes de haute pression, les anticyclones? Est-ce que c'est une diminution de l'albédo terrestre due à la fonte des glaces? Est-ce que c'est une augmentation temporaire de l'activité volcanique? Ou est-ce que c'est un affaissement soudain du courant jet? Et on va commencer par jour. Allez. C'est une configuration persistante du système de haute pression. Allez, on part sur l'anticyclone. Vanessa. Je pense plutôt que c'est dû à la fonte des glaces. C'est pas dans pour pas dire la même chose. La même chose? Non, justement, pour pas dire la même chose. C'est une diminution. Bah, tu peux dire, si tu penses que c'est ça, tu peux dire la même chose. Mais si tu penses que c'est pas ça, tu ne dis pas ça. Si, moi je pense que c'est les problèmes des anticyclones. Allez, on passe. On commence c'est un peu doucement. dur là quand même. Alors, t'as le droit de dire pareil. Chaud. Et effectivement, c'était les anticyclones. Oui. Voilà. Est-ce qu'on va le dire la raison? Bon, c'est peut-être un peu compliqué. On va pas. Ils diront, ils mettront pause et ils liront. Exactement. Voilà. Et puis c'est bien parce que du coup, comme ça fait du watch time. S'ils mettent pause. Quel phénomène astronomique. Donc, il faut que j'augmente les points. Donc, Jean, on va te mettre 1 point. Et Vanessa, 1 point aussi. Quel phénomène astronomique marque le début officiel de l'été dans l'hémisphère nord? Est-ce que c'est l'équinoxe de printemps, le solstice d'été? T'es sûr qu'elles sont plus dures les questions? Ouais, je lui ai demandé plus dur, mais il y en a des plus durs que ça, théoriquement. Le fériélie terrestre, est-ce que c'est la précession des équinoxes? Bon. C'est le solstice d'été, non? Ouais, je crois aussi, ouais. Ouais. Je pense que tu peux nous mettre un point à chacun. Allez, va. Mais là, on commence doucement, mais après... Ouais, c'est pour chauffer. Ouais. Voilà. Bah, tu m'as fait peur, ça va être plus dur, tout ça, tu vas voir. J'y ai cru, hein. Jouant en sueur. Oh, bah, c'est le cas. En tout cas, mais moi, pas pour les mêmes raisons, quoi. Quel est l'effet principal du upwelling océanique en été dans les régions côtières comme la côte ouest de l'Amérique du Sud? Est-ce que c'est une augmentation des courants marins chauds? Est-ce que c'est une diminution de la température de l'eau de mer? Est-ce que c'est une augmentation de la température de l'eau de mer? Est-ce que c'est une réduction de la salinité de l'eau? Et Vanessa, c'est à toi. Il me semble, ou alors c'est Jean? Non, c'est Jean. Ouais, c'est Jean. Je crois que c'est une augmentation des courants chauds. Augmentation des courants chauds. Vanessa. C'est pas de bêtises. J'en ai pas la moindre idée. C'est fait exprès. Ouais. Faut qu'il y ait un peu de difficulté. Une réduction de la salinité de l'eau. Et je m'en souviens plus, donc... Ah bon? Une diminution de la température de l'eau de mer. Ah ouais. Ouais. Le upwelling est un phénomène où les vents poussent les eaux de surface, permettant à des eaux profondes, plus froides et riches en nutriments de remonter. Cela fait refroidir les eaux côtières en été, comme observé le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, influençant les écosystèmes marins et le climat local. Ah ouais, super. Voilà. J'ai appris quelque chose. Ah ben oui, là, oui. Je crois que ça avait un nom, le upwelling en français, mais je sais plus ce que c'est. Donc, on passe à la suivante. Quelle plante, souvent associée... Et j'ai pas mis le point, du coup, c'était qui? Personne.
c'est ça? Non, personne. Quelle plante souvent associée à l'été méditerranéen est adaptée à la sécheresse grâce à ses feuilles sclérifiées et son enracinement profond? Est-ce que c'est le chêne vert? Est-ce que c'est le pin parasol, l'eucalyptus ou le palmier dattier? Ah, ça rigole moins, ça. Ouais, j'ai déjà ma réponse. C'est vrai, tu l'as? Ouais, je l'ai. Le palmier? Palmier. Le pin parasol. Le pin parasol. Et vous, les viewers, qu'est-ce que vous auriez dit? Alors, c'était le chêne vert. Ah, le chêne vert. Voilà, pas du tout. Dans le sud-est, il y a énormément de pin parasol, c'est pour ça. Oui, mais ça n'a pas de feuilles, un pain. Ah oui, c'est des épines. Ah, C'est Et ouais, épines. c'est vrai. voilà. Suivant. Après, est-ce qu'on peut pas considérer les épines comme les feuilles des pins, tu vois? Et non. Quel type de nuage est le plus souvent associé aux tempêtes estivales dans les régions tempérées? Est-ce que c'est les cirrus, les altocumulus? Est-ce que c'est les cumulonimbus? Est-ce que c'est les stratus? Et c'est à toi, Jean, il me semble. Ouais, peut-être, ouais. Alors là, je n'ai vraiment aucune raison pour le coup. Ouais, vraiment, hein. Je veux dire les cirrus. Les cirrus? Bon. Comme j'y connais rien, un nuage, je sais pas, même pas les différencier. Cumulonimbus. En tout cas, ça sonne bien. Hop. Ah mince! Ah ben c'est pas ça. Hein. Est-ce que je peux faire Previous? Voilà, ouf. J'avais prévu la fonctionnalité, c'est une bonne nouvelle. Et oui, c'était ça, c'était les je ne sais même pas les prononcer, les cumulonimbus. Alors, hop. Donc Vanessa prend la tête avec 3 points. Oui, très bien. De toute façon, je perds tout le temps, donc je vois pas. Moi, je suis bon, ça fait longtemps que je suis plus un tueur. C'est pour les quiz. C'est ça, pour les quiz. Quelle espèce marine migratoire est particulièrement vulnérable aux vagues de chaleur marine en été? Est-ce que c'est le corail, le thon rouge, le requin-baleine, la tortue de mer? Ça doit te parler, Jean, ça un peu, non? Oui, non. Marine migratoire, déjà, ça c'est important. Le corail, ça peut pas être migratoire, a priori. Est-ce que c'était à toi de répondre? Je ne sais pas. Je vais dire la tortue de mer, du coup. Tortue de mer? Vanessa. Pas facile, hein? C'est fait exprès, hein? J'aurais dit pareil. Tortue? Oui. En fait, c'est le migratoire qui me... Ça, entre le thon et la tortue. Bah, le thon, je sais qu'on le pêche en plein été, donc c'est là où il y en a le plus. Allez, on monte la réponse. Et c'était le corail. C'est pas migratoire, le corail, ça bouge pas. Je crois, ça bouge pas, t'es sûr? Je sais pas. C'est une plante. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ça, en fait, c'est le migratoire qui me gêne, du coup, dans la question. C'est effectivement une bonne remarque, je ne sais pas. En tout cas, ça fait, ouais. Il y a le blanchissement moi, des je pense que, elle était beurrée comme une tartine quand elle a fait le quiz, non? Ouais, non, je sais pas. Je sais pas si, effectivement, bon, je l'ai fait rapidement, le quiz, hein, faut pas m'en vouloir. Vous nous direz dans les commentaires parce qu'il faut faire travailler les commentaires. Je veux bien que le corail subisse... mais t'es sûr qu'il bouge pas? Je sais pas, ouais, je sais pas. À la limite, il pousse, mais... Je sais pas. Ah, voilà. Alors là, je m'aventurerai pas là-dessus. Quel festival puis-je retrouver très bientôt aux alentours de Toulouse? Convivencia, le AGDD Tower, le AGDD Tour, ou est-ce que c'est les Ferry Pop, ou est-ce que c'est le TGS? Alors ben là, vu que le prochain, c'est les Ferry Pop... Mais c'est très bientôt. Hein. C'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc vous dites Ferry Pop? Bah bien sûr. Est-ce qu'il y en a pas un autre? Ah bah c'est Bah, le TGS, Bah non, le TGS. c'est au mois de novembre. Hein. Voilà, c'est en hiver. Allez, on fait... Ah non, c'est toujours l'automne. On monte là. C'est au 20 décembre. Oui, pardon, c'est novembre. C'est vrai. Et oui. Ah oui, il y a Convivencia aussi. Il y a Convivencia, et oui. C'est vrai, j'avais zappé. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver le festival. Je crois que ça sort. C'est quand ça sort en fait? C'est le samedi à Mantèche. À 28. Et après, ça va à Toulouse, tout ça. Donc. Oui, ça fait tout le canal, c'est ça, Convivencia. Exactement. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez. À qui dois-je m'abonner? Ah, une question intéressante. Hein? Un jour. Moi, je dis Vanessa par heure de garde, bien sûr. Ouais. Mais si vous vous abonnez aux autres, c'est très bien. Hein. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Très bien. Je dis pareil. Pareil? Est-ce que c'est votre... Est-ce qu'il y a d'autres réponses ou pas? L'ultime bafouille. Est-ce qu'il y a d'autres réponses là-dedans? Bon, après, toutes les chaînes, c'est bien. Hein. Hop!
Allez, j'avais mis toutes les chaînes. Ah, voilà. Ça bonne à tout le monde. Donc n'hésitez pas à retrouver Vanessa Parure de Guerre sur Instagram. Voilà, moi je n'oublie pas de faire de la pub. Merci. Et bien sûr, au gré du dé et au gré du dé JDR, notre chaîne de jeux de rôle. Voilà, donc Vanessa, tu as gagné. Félicitations. Bravo. 3 à 2. Bon, t'as gagné le droit de revenir et de rejouer, mais... Ah, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est pas mal, on est bien ici en fait. Ouais. Bon, avec s'il ferait un peu plus frais, ça serait mieux, mais... Bon, il était un peu rapide le quiz, je l'ai fait rapidement, je suis désolé, mais Non, mais- il était pas si mal. Quand Non, même. non, il était bien. Ça va, hein? J'ai connu pire. Hein. Après, t'as pas besoin de mettre 150 questions non plus, parce que... Non, mais j'en ai mis 7, ça va. Ouais, c'est ça, c'est pas la peine que ce soit interminable non plus, quoi. Dites que mes quiz sont interminables. Non. C'est insupportable. On lance le dé? Alors, il nous reste... Donc, il nous reste 3 rubriques. Tout à fait. On va roll the dice. Hop. Et donc... Alors 1-2, ce sera la découverte, 3-4, le délire, et 5-6, l'actualité. Exactement. L'actualité. Vanessa, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de lancer le dé? Allez. Hop. Oh là! On a peut-être éteint le... Ouais. Tu sais que ça nous est arrivé plusieurs fois de lancer le dé et que ça éteigne le truc. Donc 3. 3, c'est le délire. Jean, tu veux qu'on commence par ton délire? Ouais, vas-y. Allez, ça part. Donc le délire, ce sont des vidéos rigolotes. Enfin, sauf que moi, je me fais boycotter, des fois. Alors, bro to kit literally. Voilà. Oui, c'est Alors, et je trouve que plus on la regarde, plus elle est drôle. ouais. C'est ce genre de vidéo-là, tu vois. Ça dure 10 secondes, mais c'est formidable, parce que tu le mets Il a une fois, été inspiré, là, en tu fait. fais, ok. Et puis tu la regardes, du coup. Ah ouais? Vas-y. Après, tu l'attends. Tu l'attends. Et après, Ça, tu la montes dans le gré du dé. C'est ça. Et elle a vraiment cet effet, faut la, et plus tu la regardes, plus c'est drôle. Allez, moi aussi, je vous ai prévu un petit délire. Alors, qu'est-ce que je vous envoie? Ah, voilà. Quand je veux aller à la salle de sport, mais malheureusement, le vent m'emmène au restaurant. J'ai trouvé ça assez rigolo. Donc voilà, c'était assez light le délire, mais... Mais ça fait son taf, on arrive. C'est ça le truc. C'est quand on arrive. Toi, est-ce que les chats te font rire? Ah oui, beaucoup. Ouais, Énormément. Les vidéos de chats me font beaucoup rire. Chats, Surtout quand ils se cassent la chiens, enfin, les animaux. Il y a un peu de C'est très drôle. J'en ai une deuxième. Alors, hop. Il faut être attentif sur celle-là. Vite. Yes. Quel est le bon chat? Est-ce qu'il y a un vrai chat dans l'affaire, hein? Bah, je crois que je l'ai vu. Hein. Tu l'as vu? Il est tout en bas, là. Moi, je l'ai même pas vu, là, tu vois. Je sais même plus où il est. Voilà. En fait, il est plus petit que les autres. C'est pour que les viewers regardent en boucle la vidéo. N'hésitez pas donc à nous dire si vous avez vu le chat ou non dans les commentaires. Ouais. Tu l'as trouvé ou pas? Non. De là, je Ah, moi, je risque l'ai pas pas de vu le non voir. plus. Il faut que je le voie plusieurs fois, mettre Pareil. des pauses. On passe à la suite? Ah oui. Allez. Allez. Donc, actu 1, 2, 3. Et découverte. 4, 5, 6. 6. Vas-y. Je vais pas visiter. Je vais... Ah oui, essaye de... Voilà. 4. Ah, la découverte. La découverte. Yes. Jean, vas-y, commence. Je te sens chaud de la découverte. De Allez, chaud patato. toute façon, j'en ai pas. Est-ce que tu lis des mangas? Oui. Ah, bah très bien. Parce que sinon, j'allais dire de le faire. Je vais présenter aujourd'hui un petit manga qui s'appelle Secret Bodyguard. Donc c'est une... Alors ça existe au Japon depuis 2022, mais ça arrive en 2025 en France. C'est une série qui se termine en 12 tomes. Le 4e tome va sortir le 2 juillet. Et pour ce que ça raconte, parce que c'est ça qui est intéressant, Secret Bodyguard, en fait, ce sont des lycéens, comme toujours. Comme toujours. En fait, c'est un lycéen qui s'appelle Ibuki Arakuni, qui est un lycéen et qui est un peu un voyou, tu vois. C'est un peu le genre de garçon, tu vois, qui fout un peu le sbal au lycée, tout ça, qui est mal vu par tous les autres, voilà. Et un jour, un chef de clan Yakuza va le voir et il lui dit qu'il a besoin qu'il protège une fille qui s'appelle Oneko Akabane. Pourquoi il faut la protéger? Parce qu'elle est menacée de mort, parce qu'elle est la fille du clan de ce Yakuza, justement. Tu sais mettre l'ambiance, toi. Voilà. Elle est la fille de ce chef. Elle est la fille de ce chef de clan, et cette fille ignore totalement qu'elle est la fille d'un chef de clan Yakuza. Donc il doit la protéger en se dissimulant
et sans montrer à tout le monde qu'il la protège et sans jamais lui avouer qu'elle est effectivement la fille d'un yakuza. Voilà. Et du coup, c'est un manga drôle. C'est un shonen, donc du coup c'est quand même assez bon enfant. Il y a un peu de baston, un peu de bagarre, il y a beaucoup d'humour. Les personnages sont vraiment très hauts en couleur. Et puis aussi, c'est un petit peu touchant. Il y a une petite relation qui se crée entre les deux personnages, évidemment. Une petite relation affectueuse. Bon, j'en dis pas plus parce que voilà, tout le manga tourne autour de ça. Parce qu'au départ, c'est son ami d'enfance, mais ils sont tout le temps en train de s'engueuler parce que elle aimerait qu'il suive ses études correctement, qu'il arrête d'être un voyou. Enfin voilà. Donc le bodyguard est son ami d'enfance. Ouais. Ok, d'accord. Et ouais, mais c'est vraiment très drôle parce que vraiment tous les personnages ont vraiment, c'est ce truc. C'est des lycéens, mais en fait ils sont tous hors normes, quoi. Ils affrontent des yakuza. Enfin, on est vraiment un peu dans un humour un peu absurde et avec des personnages vraiment très très hauts en couleur, quoi. D'accord. Un peu comme un Assassination Classroom, tu vois. C'est ce genre de, tu vois l'idée, tu vois, c'est ce genre de personnages. Ils sont tous ils ont tous ils sont tous un peu surhumains, ils ont tous une spécialité. Enfin voilà, c'est vraiment très très fun. Ça me fait penser, t'avais parlé d'un autre manga avec un yakuza mais qui était à la retraite ou je sais pas quoi. Oui, c'était bien la thématique yakuza, non? J'avais parlé de La Voix du Tablier, effectivement. La Voix du Tablier. Oui. Qu'est-ce que c'est drôle. Alors ça par contre c'est 100% humoristique et c'est effectivement un yakuza qui a pris sa retraite et qui est devenu homme au foyer, La Voix du Tablier. Voilà. Et qui vit sa vie d'homme au foyer comme un yakuza. Comme un yakuza, c'est ça. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est le contraste en fait, c'est-à-dire que il va aller voir son marchand de fruits et légumes, il va dire c'est bon, t'as trouvé du bon matos. Enfin voilà, alors qu'en fait c'est des prunes, il y a toujours c'est des petits sketchs en fait qui s'enchaînent, qui sont hyper drôles. Ok. Et donc c'est sorti il y a pas longtemps. D'ailleurs, quand on continue de parler de yakuza, il y a aussi un autre manga avec un autre yakuza qui part à la retraite. J'ai commencé l'animer. Ça s'appelle j'ai perdu son nom. L'épicerie. Monsieur Sakamoto. Sakamoto, c'est ça, Sakamoto-san. Oui. C'est très très drôle. C'est pareil. Oui. C'est pas un yakuza, c'est un tueur en série. C'est un tueur en série. Un gage. C'est un tueur à gage qui travaillait pour des yakuza, mais bon, on est toujours sur les mêmes un peu thématiques. Et effectivement, Sakamoto Days, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est ça. Sakamoto Days. Si tu veux rigoler un bon coup, Sakamoto Days, ça marche bien. Oui, je suis d'accord. Il est très drôle. Et c'est 7,20 €. 7,20 €. T'as découvert ça cette année, du coup? De toute façon, c'est sorti cette année, donc oui, c'est sorti en 2025, donc j'en peux plus découvrir. Je l'ai découvert il y a un mois. Au top de l'actu. Ouais. Et le prochain tome sort le 2 juillet, donc dans 4-5 jours. Mais c'est chouette. Hein. Ben merci pour la découverte. Avec plaisir. Mais en anime en ce moment que je regarde, que j'ai regardé sur du yakuza justement, j'ai oublié le nom mais il est génial. Le type c'est 2 descendants de 2 familles de yakuza qui doivent se marier pour unir les 2 familles. Ils peuvent pas se plaire. Excellent. Et c'est l'inverse de Roméo et Juliette, ouais, en fait. Ça. Et en fait, lui, c'est un espèce de sociopathe complètement déchiré. Et à un moment donné, elle s'efface, elle fait tout ce qu'il faut pour être la bonne fille de famille, etc. Parce qu'elle se retrouve à aller vivre chez eux. Oui, forcément. Et au bout d'un moment, elle vrille en mode rien à foutre. Elle va aller vendre son rein pour se faire de la thune. Ça finit en Breaking Bad, quoi. Et derrière, elle y en colle une grosse derrière l'oreille. Et lui fait en fait, je suis amoureux. Il est complètement barré. Oui, forcément. Mais une fois qu'il a compris qu'elle était aussi tarée que lui, du coup, c'est tout le déclencheur. C'est exactement ça. Il a compris qu'en fait, elle est pire que moi. Ouais. C'est trop bien. Sauf qu'elle, pas du tout. Dégage, je te veux pas, va-t'en. Mais c'est typiquement Ranma and Demi, c'est pareil. Oui. Ranma and Demi, au début, ils peuvent pas s'encaisser. Oui. Et au moment où ils s'affrontent en duel, elle tombe amoureuse de lui parce qu'enfin quelqu'un est plus fort qu'elle en arts martiaux, quoi. Bon, du coup, je vais continuer. On va parler de l'actualité. Moi, j'ai une petite news, un festival de la BD à Martel. Est-ce que vous connaissez Martel? Pas du tout. C'est pas très loin. J'envoie la petite pub. Hop. Théoriquement, on devrait voir ça. Donc, effectivement, c'est le 20 juillet à la place de la Halle, Palais Raymondi. De 10h à 18h, c'est gratuit. Et donc, il y aura 23 auteurs. Voilà, des rencontres pour faire des dédicaces, un stand librairie, 2 bouquinistes de BD d'occasion. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, voilà, je suis passé il y a pas longtemps à côté de Martel. Et enfin, il y a des trucs. Il y a même une araignée sur une tour. Elle est magnifique, cette araignée.
les arachnophobes. Ah oui, j'avoue, je l'ai même pas prévenu. Désolé, les arachnophobes, hein, c'est pas ma faute. Promis, elle mord pas, c'est là. Et je crois, j'ai vu récemment un truc avec Pat Seb aussi qui a ouvert un cabaret là-bas, je crois, à Martel. Donc voilà, à Martel, il se passe des trucs. Hein. Très bien, on va installer la GDD Tower à Martel, du coup. Allez, c'est parti. Voilà, c'était la petite news. Si vous cherchez un festival de la BD dans les environs, n'hésitez pas. Parce que je sais que Jean est féru de BD, tout à fait. BD, manga, tout ça. Est-ce que Jean, tu as une petite actu pour nous? Oh, c'est pas vraiment une actu, mais on va parler des Ferry Pop. Ah bah j'espère bien. On est obligé de parler des Ferry Pop puisque c'est le 5 et 6 juillet et nous y serons. On sera donc au Ferry Pop, on aura un petit stand là-bas. Est-ce que c'est la semaine prochaine du coup? Non, c'est pas la semaine d'après. C'est la semaine d'après la sortie du... Oui. Ouais. Donc la semaine prochaine, le week-end prochain, en fait, il n'y aura pas de sortie de vidéo. Par contre, il y aura nous, vivants. en chair et en os. En chair et en dé. Ouais. Et vous pourrez nous voir là-bas. On tient donc un stand, on aura des tables de JDR, donc vous pourrez jouer avec nous. Alors, pour les tables de JDR, je suis en train de voir avec l'association avec laquelle on va travailler. Normalement, il y aura des préinscriptions, donc on vous en reparlera sur les réseaux sociaux. Mais vous pourrez vous préinscrire, et je pense qu'il y aura aussi des ouvertures de place directement sur table, des ouvertures de place de table sur place aussi. Mais il y aura des préinscriptions. Je mettrai tous les liens de toute façon, pas dans la description, mais sur le Discord et sur les réseaux sociaux, je vous enverrai tout ça. Yes. Et il y aura aussi un petit spectacle jeu de rôle sur scène. Théoriquement, ouais. On espère. Théoriquement, je serai prêt. Tout va bien. Prêt à tout. Prêt à tout, surtout au pire. Ce sera un petit spectacle, on va essayer que ce soit un petit peu immersif, c'est-à-dire qu'on va jouer à la fois avec des joueurs sur scène, mais aussi avec vous, public. Donc voilà, ça devrait être sympa. Donc voilà. Est-ce que tu connais les Ferry Pop? Non. Non, pas du tout. Mais tu devrais, parce que c'est vachement sympa. Parce que, en fait, il y a plein de petits artisans et tout, c'est super sympa. Ouais. D'accord. D'ailleurs, Antoine, il y est allé, je sais pas si tu le connais, Antoine. Antoine Routier, Lodomiel. Ça te dit quelque chose? Oui. C'est bon. Là, c'est un géaniste. Ah non, mais je le connais bien, oui. Mais du coup, normalement, c'est un copain à Tom, donc a priori, je me suis dit, tu dois le connaître. Oui, mais un prénom comme ça, lâché comme ça. Ouais, lâché comme ça, c'est pas évident, mais oui. Mais oui, Lodomiel, oui. Il y était l'an dernier, je sais pas s'il y sera cette année, je lui ai envoyé un message pour savoir, mais. Ouais, du coup, c'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment, nous, on avait fait ça l'année dernière. C'était vraiment bien. En tant que visiteur, pour le coup. En tant que visiteur. Et en fait, c'est à taille humaine, donc, t'as le temps de discuter un peu avec les artisans et tout, c'est vraiment bien. Et il y a eu du monde, hein. Je crois que c'était combien l'année dernière? Je crois qu'ils ont frôlé les 1000, ils étaient aux alentours de 900, mais il n'y avait plus le samedi. Ouais. Donc, du coup, le samedi, ça n'avait pas attiré trop de monde parce que, justement, il avait mais plus. c'est pas mal, quand même. Si cette année, il fait beau et tout, ça devrait attirer pas mal de monde parce que de plus en plus, puis ils sont très présents sur les réseaux, ils vont énormément avoir beaucoup de festivals, beaucoup d'events, justement pour présenter les Ferry Pop, tout ça, pour présenter leur association. Et donc c'est vrai que c'est pas qu'ils font du bruit, mais à leur échelle, ils commencent vraiment à bien s'émanciper, quoi. En tout cas, l'équipe a de l'énergie, ça c'est cool. Ouais. Donc voilà, on vous attend là-bas. Vanessa, est-ce que tu as de l'actu pour nous? Ah oui, il y a un petit festival médiéval qui se lance au domaine de Loustagno, qui s'appelle donc Loust en fête. Voilà, et c'est, je vais pas dire une bêtise, je vérifie quand même pour pas, voilà, à Marmignac, dans le 46. Ok. Voilà. Donc il y aura de l'artisan et du spectacle. Cool. Ok. C'est tout le week-end, on peut s'inscrire à l'avance pour y aller, avec une possibilité de dormir sur place en plus. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais. Mais il faut réserver en avance. Oui, on passe par un Hello Asso et c'est vraiment pas excessif. Ok. Puis pour le coucher, justement, le prix est libre, me semble, je crois. Ok. C'est chouette. On mettra de toute façon tout. On mettra les liens, comme ça les gens pourront aller. Oui, je vous donnerai les liens, y a pas de problème. Okay. Du coup, le 46, c'est le Lot, si je dis pas de bêtises. C'est à 2 heures de Toulouse. À 2 heures de Toulouse, ouais. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast. Vanessa, est-ce que t'as apprécié? Ah oui, beaucoup. L'expérience. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Je m'installe, en fait. À mon avis, tu risques de cramer, mais oui, c'est un chouette vie, en vrai. À la limite, ce que je te propose, c'est de revenir pour faire du jeu de rôle. Ah ouais. Ah ouais. Ah, tellement. Ça, franchement, oui. Ça peut être une idée, tu vois. À l'occasion. Ah oui. Voilà. Je pense que ça peut être une idée. Tu nous fourniras les bijoux. Oui. Je peux faire de la location. Allez.
Ah oui, ça pourrait être une bonne idée. Mais c'est vraiment avec plaisir. Si jamais ça te plaît, le jeu de rôle. Il y a pas mal de bijoux en fait que je fais pour des GN, mais les GNistes ne veulent pas me les acheter, du coup ils me les rendent à la fin. Et je les mets à la vente. C'est le cas d'ailleurs du cerf qu'il y a sur le présentoir. Le cerf, tu dis? Oui, il y a une tête de cerf sur un croissant de lune. Oui, ici, là. Oui, ok, d'accord. Ouais. Yep. Oui, mais clairement, franchement. On va l'attraper, voilà. Pour que tout le monde puisse le voir, peut-être. Voilà, c'était pour un GN, c'était le Voile écarlate. Donc c'est un GN où mon groupe de joueurs, en tout cas, on a incarné des loups-garous. De loup-garou l'Apocalypse. Voilà. Et du coup, là, c'est Théurge Fianna. Donc le cerf Fianna, tribu Fianna. Okay. Et Théurge, ceux qui parlent aux esprits, donc le croissant de lune. D'accord, ok. Voilà. Eh bien. Et chaque membre du groupe avait sa tête de cerf qui était différente. Aucune n'était identique. Et du coup, avec la lune qui correspondait à son auspice. D'accord, ok. Et tu en as fait pour... Chacun. Chaque membre de la meute. Ouais, ça fait un chouette souvenir en plus. Ça faisait 5, oui. Ouais. Voilà. Pour celui qui veut l'acheter. Ouais, c'est ceux qui ont acheté, mais pour ceux qui ont acheté derrière, tu vois, je participe à un GN et tout, enfin, ça fait un souvenir, quoi. Donc c'est chouette. En tout cas, nous, on fait pas de GN, mais on fait du jeu de rôle. Donc, si jamais, sache que la porte est ouverte. Ça marche aussi. Mais on aimerait faire du jeu de rôle un peu plus immersif avec des costumes, tout ça. Donc, on espère qu'on aura l'occasion de... Ah bah avec plaisir. Hein. On travaille là-dessus. On va vous faire des bisous, on va vous dire de vous abonner. Pas qu'on vous aime pas, hein, mais... de lâcher un petit commentaire, de nous dire si vous avez aimé. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à Vanessa, à nous, à aller voir notre chaîne de jeux de rôle, tout ça. Et on vous dit à la prochaine. On vous fait des gros bisous. Des bisous. Ciao, ciao.